Quand j'étais petit et que je montais dans le Vercors pour voir mes grands-parents maternels, ma famille et moi traversions la ville de Voiron où se trouvait un bien curieux bâtiment qui attisait ma curiosité de gamin, les caves de la Chartreuse. Et cela principalement parce qu'on y projetait un film en 3D du futur. Alors certes, je sais qu'en 2025, la 3D, lol, mais croyez-moi, au milieu des années 90, pour un mioche, la 3D, ça en jetait un max. Les caves de la Chartreuse, donc, où je me doutais que l'on devait y entreposer des bouteilles de ce fameux alcool pour grands, très prisé des peuples montagnards, mais dont l'image était un brin ringarde et désuète. En effet, si la Chartreuse faisait la fierté du Dauphiné et tout particulièrement du massif de la Chartreuse, elle n'en gardait pas moins un côté poussiéreux. Quelle ne fut donc ma surprise de découvrir presque 3 décennies plus tard que ce breuvage si intimement lié à mes souvenirs d'enfance n'était devenu ni plus ni moins que l'un des alcools les plus prisés au monde. Un spiritueux à l'histoire digne d'un conte fantastique, tant sa création, son ordre et sa distillerie ont connu moult remous. Bref, aujourd'hui pour ce tout premier épisode hors série de Spistache, l'émission qui parle de spiritueux, présentée par un mec à la moustache, on va s'attaquer à la reine des liqueurs, puisqu'on va parler de la Chartreuse. Bon, alors, si vous êtes un ou une habituée de cette chaîne, normalement, vous devez commencer à avoir de sérieuses bases de connaissances sur le vin, mais peut-être un peu moins sur les spiritueux. Ainsi, avant de nous plonger plus en profondeur dans la mythologie de la Chartreuse, il me semble être de bon ton de se poser une bien simple question. C'est quoi une liqueur? Eh bien, selon le droit européen, une liqueur est une boisson spiritueuse qui a une teneur minimale en produits édulcorants exprimés en sucre inverti, est produite à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, dont le titre alcométrique volumique minimal est de 15%, et où des substances de préparation aromatisantes peuvent être utilisées dans la production de la liqueur. Bah quoi, vous avez pas compris ? Vous êtes des barbares ou quoi ? Bon, pour vulgariser à l'extrême et faire beaucoup plus simple, pour avoir une liqueur, il vous faut un alcool, le plus souvent assez neutre, et distillé à partir de matières d'origine agricole. Blé, seigle, maïs, raisin, etc., etc. Cet alcool, on va l'aromatiser à l'aide d'à peu près tout ce que l'on veut. Plantes, racines, fruits, produits laitiers, via différentes techniques dont les plus connues sont l'infusion ou la macération. Donc voilà, pour faire le plus simplement du monde, vous prenez votre alcool d'origine agricole, vous le mélangez avec des plantes, des racines, des fruits, ce que vous voulez, soit avec des techniques comme de l'infusion ou de la macération, et vous allez avoir votre liqueur. Je ne rentrerai volontairement pas dans les détails de questions de distillation ou de macération, parce que sinon on risque d'y passer des plombes et je risque de perdre beaucoup de monde en route, et qu'au regard de l'histoire absolument folle de la Chartreuse, il y a d'autres sujets un peu plus pertinents à mettre en avant. Mais cette Chartreuse, qu'est-ce qui fait qu'elle peut se prévaloir du titre assez pompeux de reine des liqueurs, et d'où vient-elle ? Eh bien mes amis, accrochez-vous, parce que c'est une très longue histoire. Au milieu de l'été 1084, Maître Bruno, un Allemand ancien écolâtre de la cathédrale de Reims, ainsi que 6 de ses compagnons, étaient en quête d'un ermitage où ils pourraient trouver la solitude dont ils rêvaient. Aiguillés par Hugues, Salut. évêque de Grenoble, ils arrivèrent dans un désert enneigé et rocailleux, au cœur du massif de la Chartreuse, où ils décidèrent d'y fonder un ordre religieux, l'ordre des Chartreux, aussi appelé ordre carthusien, et où ils construisirent leur demeure. Ce monastère de la Grande Chartreuse sera ainsi l'épicentre d'un mouvement qui va se répandre dans toute l'Europe occidentale. Et, en 1258, répondant favorablement à l'invitation du roi Saint-Louis, quelques frères chartreux décidèrent de s'établir au château de Vauvert-les-Paris, puis érigèrent par la suite la Chartreuse de Paris, dont l'emplacement correspondait aux actuelles serres du jardin du Luxembourg. Dans cette bâtisse, les moines y pratiquèrent l'art de la pharmacopée et apprirent petit à petit celui de la distillation. Et en 1605 va se passer un acte que je qualifierais de fantastique, je vois pas trop comment je pourrais vous le décrire autrement, tant il tient de la légende et du conte de fées. En effet, cette année-là, François Hannibal d'Estrée, compagnon d'armes du roi Henri IV, se rendit au monastère afin de transmettre aux religieux un mystérieux manuscrit renfermant la formule d'un élixir. D'où venait ce mystérieux parchemin? Qui en était à l'origine? Ça, aujourd'hui encore, nous n'en avons absolument aucune idée, mais toujours est-il que c'est ce précieux écrit qui sera à la base de l'élaboration de la Chartreuse. Surréaliste, je vous l'avais dit.
Après, si j'ai bien précisé à la base de l'élaboration de la chartreuse, c'est parce que le résultat était bien différent de la fameuse bouteille de chartreuse verte que nous connaissons tous aujourd'hui. En effet, si on sait que les frères Chartreux de Paris se sont bien essayés à la confection d'un premier élixir que l'on supposait d'ailleurs de couleur rouge et d'un goût relativement rude, ce sont bien les moines de la grande chartreuse de l'Isère qui l'ont perfectionné et qui lui ont donné toutes ses lettres de noblesse. En 1737, sous l'impulsion de don Michel Brunier de Lafarge, prieur de la Chartreuse et général de l'ordre, le mystérieux manuscrit du maréchal d'Estrées est transféré de l'Île-de-France aux Alpes. Les frères André et Bruno sont alors chargés de travailler à sa mise en œuvre et de trouver l'élixir le plus parfait. En 1755, après 6 ans de travaux, c'est le frère Jérôme Maubec qui arrivera à un premier résultat, même s'il n'était pas encore totalement satisfait de lui-même. Il continuera les 6 autres années suivantes d'améliorer la recette, passant par exemple de 11 opérations, contre 5 dans le document originel, apportera des précisions sur l'esprit de vin, fait à partir du meilleur vin que l'on pourra avoir, réalisera des macérations dans une étuve à 25 degrés Réaumur, soit 31 degrés Celsius environ, etc., etc. Ainsi arrivera-t-il, à l'aube de son trépas, à donner naissance à un élixir plus sucré et titrant environ 71 degrés et d'une belle couleur verte d'herbe un peu jaune. Et en 1764, après 3 années de dur labeur à synthétiser et à apporter quelques légères modifications au travail du frère Jérôme, à qui l'histoire attribuera la paternité de l'élixir végétal, le frère Antoine pose enfin sur papier la recette définitive et intemporelle de l'élixir végétal de la chartreuse. Et si je m'évertue à insister sur la notion d'élixir végétal de la chartreuse et non de liqueur, c'est parce que c'est une précision qui a toute son importance. La fameuse recette ultra secrète, détenue encore aujourd'hui par seulement 3 frères chartreux, celle composée de 130 plantes sous forme de feuilles, de fleurs, de graines, d'écorces ou encore de racines, parmi lesquelles on retrouvera notamment la mélisse officinale, l'armoise, la matricaire, la petite centaurée ou encore l'hysope, eh bien il s'agissait de l'élixir végétal / médical de la chartreuse, qui est d'ailleurs aujourd'hui encore vendu dans cette mignonne petite boîte en bois, mais ce n'était pas encore l'élixir de table, qui deviendra par la suite la liqueur de santé, plus communément aujourd'hui connue sous le nom de liqueur de la chartreuse verte. Bref, rassurez-vous, tout ça on va y arriver, hein, mais avant, je vous propose de revenir à notre élixir végétal. Fiers de leur recette savamment mise au point, les moines n'hésitent pas à mettre en avant les vertus médicinales de leur breuvage, expliquant dans un de leurs prospectus qu'il est souverain dans les apoplexies sérieuses, les syncopes, les asphyxies, les palpitations, les indigestions, les défaillances et les faiblesses qui accompagnent les accouchements laborieux, et, en général, dans tous les cas qui exigent de prompts secours pour appeler les forces de la vie. Ah, cette merveilleuse époque bénie des dieux où on soignait tout par l'alcool. L'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Afin de faire connaître les bienfaits de cet élixir, le frère Charles s'en ira sillonner à dos d'âne les marchés locaux, Voiron, Grenoble, puis Chambéry, où il rencontrera un grand succès d'estime. Très rapidement, le mot se transmettra et c'est bientôt des dizaines de pauvres et de malades des régions environnantes qui se rendront au cloître des moines pour y demander ce produit miracle. D'ailleurs, cette tradition médicale perdurera encore pendant plus d'un siècle. L'élixir rendra, d'après la légende, d'inestimables services durant la terrible épidémie de choléra de 1832 et de nouveaux remèdes issus de la pharmacopée seront élaborés par les chartreux comme une boule d'acier. Mais en 2025, seul l'élixir médical est encore fabriqué. Nonobstant, quelles que soient les vertus supposées ou réelles de cet élixir médical, le fait est qu'il garde un goût peu agréable et qu'il doit être coupé afin d'être, je cite, rendu potable. Ainsi, à partir de 1825, soit un peu plus de 60 ans après l'invention de ce breuvage, les frères décidèrent d'élaborer un sous-produit de l'élixir issu notamment de la distillation du marc, le résidu des 130 plantes pour faire ultra simple, servant à la confection de l'élixir originel afin de créer leur tout premier élixir de table. Le but ici étant de concocter une vraie liqueur de plaisir et non plus un médicament à 71% dont le feu de l'alcool vous brûle le cul. Et après plus de 15 années de dur labeur et d'expérimentation, en 1840, enfin,
ce qui n'était à la base qu'un produit dérivé de l'élixir médical de la Chartreuse se révélera être la célèbre liqueur de la Chartreuse verte que nous connaissons tous aujourd'hui. Et là, vous vous dites, enfin, on connaît le fin mot de l'histoire. En fait, l'histoire est plus complexe. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à partir de 1838, le frère Bruno Jacquet, s'inspirant des recettes de l'élixir végétal, la petite boîte en bois là, et de l'élixir de table, aka la Chartreuse verte, alors en fin de développement, va mettre au point 2 ans plus tard, en 1840, là encore, une liqueur jaune, plus élaborée que la verte et aussi moins alcoolisée, puisque titrant à 43 degrés contre 55% pour sa frangine. Et c'est d'ailleurs elle, et non pas la verte, qui obtiendra le fameux surnom de Reine des liqueurs. Mais en plus de l'élixir végétal, le médicament, la petite boîte. En plus de l'élixir de table, aka la fameuse liqueur de la Chartreuse verte, et de la Reine des liqueurs, / la liqueur de la Chartreuse jaune, et à partir d'une recette de mélisse remaniée, va naître en 1860 une Chartreuse blanche, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, ne réussira jamais à s'imposer et sera purement et simplement abandonnée en 1900. En gros, si je récapitule. En 1084, Bruno fonde l'ordre des Chartreux dans le massif du même nom, puis il fait ériger une grande chartreuse. Celle-ci sera le camp de base de l'ordre qui se répandra petit à petit dans toute l'Europe. En 1258, une colonie part s'établir à Paris. Étant des moines et cultivant l'art des produits de pharmacopée, ils se tailleront une jolie réputation d'apothicaires et c'est ce qui poussera très probablement François Hannibal d'Estrées, compagnon d'armes du roi Henri IV et accessoirement frère de Gabrielle d'Estrées, qui n'était nul autre que la maîtresse d'Henri IV, pas très sympa de taper dans les sœurs des copains, rit-on, M'en bat les couilles. à transmettre à la Chartreuse de Paris en 1605 un curieux manuscrit renfermant la formule d'un mystérieux élixir. Qui en était l'auteur originel? Seul Dieu sait, et comme les voies du Seigneur sont impénétrables, son illustre créateur restera à jamais un secret. Les moines parisiens essaieront la recette et donneront naissance à un embryon d'élixir de couleur rouge et d'un goût relativement rude, mais qui remportera un certain succès d'estime. En 1737, sous l'impulsion de Don Michel Brunier de Lafarge, prieur de la Chartreuse et général de l'ordre, le précieux parchemin du maréchal est transféré au QG isérois. Les frères André et Bruno sont alors chargés de travailler à sa mise en œuvre et de trouver l'élixir le plus parfait. Mais c'est finalement le frère Jérôme Maubec qui, reprenant les expérimentations de ses prédécesseurs et après plus de 12 ans d'un travail acharné, mettra au point la version quasi finale de l'élixir médical de Chartreuse. La date officielle est en 1764, après que le frère Antoine ait synthétisé et posé définitivement par écrit la recette ultime. Celle-ci, aujourd'hui encore top secrète, est connue de seulement 3 moines et se compose de 130 plantes sous forme de feuilles, de fleurs, de graines, d'écorces ou encore de racines et donnera naissance à l'élixir végétal. Cet élixir glana une réputation locale grâce au frère Charles qui arpenta à dos d'âne les marchés de Grenoble et de Chambéry pour y proposer sa boisson miracle. Rendant de nombreux services aux pauvres et aux malades lors de l'épidémie de choléra, l'élixir végétal souffrit néanmoins de quelques critiques dont la principale était son goût assez désagréable. L'un de ces griefs, en 1825, les frères décidèrent d'élaborer un sous-produit de l'élixir qui prendrait la forme d'une liqueur destinée au plaisir de la table. Et c'est ainsi que 15 ans de recherche plus tard, en 1840, naquit l'iconique Chartreuse verte, année qui marquera aussi la naissance de la Chartreuse jaune, sur laquelle le frère Bruno Jacquet travaillait depuis 2 ans et qui sera surnommée la Reine des liqueurs. Vous trouvez que c'est déjà bien assez le bordel comme ça? Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Oui, parce que si la naissance des cuvées phares de l'ordre des Chartreux est un joyeux foutoir, il en va de même pour l'histoire des moines et de leur distillerie. S'agissant d'une institution vieille de près de 10 siècles, inutile de vous dire qu'elle a connu moult péripéties. Alors, je ne vais pas toutes vous les retracer parce que nous sommes sur une chaîne de vin et spiritueux, et non pas sur une chaîne d'histoire, mais en vrac. La première distillerie des frères Chartreux, vous le savez, se localisait à Paris, où ils élaborèrent les prémices de l'élixir végétal. La deuxième distillerie sera, elle, attenante au monastère de la Grande Chartreuse à Saint-Pierre de Chartreuse, mais à cause de la Révolution française et de l'esprit anticlérical qui flottait dans l'air, et qui verra d'ailleurs 50 religieux périr en prison ou à l'échafaud, la production fut énormément impactée et elle ne reprendra qu'en 1816 dans des locaux ravagés. Mais en 1848, coup de chance,
Sous l'impulsion des officiers de l'armée des Alpes, qui tombèrent fous de la liqueur et qui en devinrent d'ardents propagateurs, la boisson va rencontrer un immense succès. Grâce à cette réclame, la pharmacie du monastère devient trop petite pour la fabrication et le stockage des chartreuses vertes et jaunes. Pour des besoins d'agrandissement et de sécurité évidentes, une troisième distillerie est alors construite sur le site de Fourvoirie à Saint-Laurent-du-Pont, non loin du monastère. Mais le 14 avril 1903, patatras, la fermeture du monastère est promulguée et 15 jours après, les moines chartreux sont expulsés de France par le capitaine Collat à la tête du 4e de Dragons et qui, ironie du sort, était un fervent catholique. Comme quoi la vie est une pute, hein. Pourquoi une telle évacuation ? Si la Révolution française avait installé un climat anticlérical, c'est bien la loi de 1905, loi concernant la séparation de l'Église et de l'État, qui sera l'apogée de cette hostilité cultuelle. Mais bien avant, déjà en 1880, fut votée la dissolution de congrégations masculines non autorisées par le gouvernement. L'ordre des Chartreux y échappa de peu, mais en 1903, ce coup-ci, la sentence est irrévocable. Les moines et leur maudite liqueur, que l'État avait alors dans le viseur puisqu'engagés dans une campagne de lutte féroce contre l'alcoolisme, sont interdits en France. L'ordre étant à portée internationale, ils migrèrent alors en Espagne, et plus particulièrement dans la ville de Tarragone, où, aidés de la famille champenoise Ruinart, ils établiront une 4e distillerie. Faire de la chartreuse en dehors du massif de la Chartreuse ? Impossible, me rétorqueront fièrement les Isérois. Et bah que nenni. Désolé de casser le mythe, mais contrairement à une croyance populaire, il n'y a pas que dans le Dauphiné que l'on peut se procurer les différentes plantes nécessaires à la confection de la chartreuse. On retrouve les mêmes ingrédients dans des climats et des altitudes similaires, comme dans les Vosges ou les Pyrénées. Je passerai outre les questions d'infects contrefaçons qui sévirent en France le temps de l'exode des moines, notamment avec la fameuse liquidatreuse, produite de 1904 à 1921, parce que sinon, là, clairement, on va y passer la nuit. Mais sachez que la distillerie catalane va avoir une destinée prospère, puisque les bouteilles confectionnées en ces lieux comptent aujourd'hui parmi les plus recherchées des aficionados de la marque, et qu'elle ne cessera ses activités qu'en 1989. Et parce que décidément la mythologie de la chartreuse n'est pas assez confuse, sachez pour l'anecdote qu'entre 1921 et 1932, une 5e distillerie verra le jour à Marseille, au 15 rue de l'Obélisque, actuelle rue Louis Morel, car cette distillerie servait surtout en réalité de local de distribution pour le marché français. Les choses s'accélérèrent en 1933, puisqu'après de nombreuses tractations avec l'État français, les moines reprirent enfin possession de leur marque et de leur distillerie iséroise de Fourvoirie, la 3e donc, où ils confectionnèrent leurs délicieuses liqueurs et vécurent heureux. Non, rassurez-vous, je déconne. Puisque 2 ans après leur retour, une titanesque coulée de boue détruisit la quasi-totalité de leur distillerie. C'est une histoire sans fin, le bousin. C'est donc le branle-bas de combat, et il faut trouver une solution d'urgence. Or, comme l'ordre possédait déjà une cave et un lieu de stockage à Voiron, il est alors décidé de transférer, temporairement, l'activité en 1936 et d'y établir une 6e distillerie qui ne déploiera réellement ses ailes qu'après la Seconde Guerre mondiale. Poussés notamment par le marché US et la folle période des 30 Glorieuses, les caves connurent un agrandissement permettant notamment d'accueillir des visiteurs à partir de 1968. Accueil du public qui bizarrement coïncidera avec les Jeux Olympiques d'hiver de 68 de Grenoble. Les années 60 virent aussi le lancement de la chartreuse VEP, dont l'acronyme correspond à vieillissement exceptionnel prolongé, une cuvée d'exception au tirage très limité, puisque chaque bouteille est numérotée et indique l'année de mise en vieillissement. Les années 70, elles, seront à l'image de cette période, c'est-à-dire folles et décomplexées. Chartreuse Diffusion élargira sa gamme en proposant des chartreuses au goût orange, myrtille ou encore framboise et communiquera sur des événements majeurs, dont le fameux critérium du Dauphiné libéré. Cette époque marquera aussi le premier âge d'or de la liqueur aux USA, puisqu'en quelques années, bien poussé par la démocratisation du Swamp Water, un cocktail à base d'ananas et de vertes, les ventes vont sextupler. Mais au début des années 80, fini le faste et l'opulence, et bonjour la période de vache maigre. Le cocktail Swamp Water est passé de mode et le marché américain s'effondre. En France, les affaires ne marchent guère mieux. En effet, en plein boom du whisky, les digestifs se coltinent clairement une image de grand-père qui n'est d'ailleurs pas totalement erronée, puisque la base de consommateurs de la chartreuse est vieillissante et peine à se renouveler.
Ajoutez à cela une hausse salée des taxes sur les alcools, les campagnes anti-alcooliques, et vous avez les ingrédients parfaits d'un cocktail explosif qui amènera les caves de la Chartreuse aux portes de la faillite. Le dépôt de bilan est alors clairement envisagé. Comment la marque va-t-elle se relever ? Eh bien, son salut, il ne viendra pas de Dieu, mais des Alpes. Fini l'image un brin poussiéreuse des moines et de la Grande Chartreuse, ce que l'on cherche maintenant à mettre en avant, c'est un mode de vie alpin. Les stations de ski vont d'ailleurs être de fabuleuses portes d'entrée pour conquérir un nouveau public. La boisson se veut un brin rebelle et parfaitement adaptée à des moments de vie. Une pause d'après-ski ? Vous prendrez bien un green chaud, c'est-à-dire un trait de chartreuse verte dans un grand chocolat chaud. Un retour de randonnée d'été ? Eh bien savourez une chartreuse tonique, soit un doigt de chartreuse verte dans un grand verre de tonique allongé de quelques glaçons. Les bars de station vont ainsi devenir de nouveaux ambassadeurs d'une liqueur qui se veut rajeunie et plus rock, au point qu'elle arrivera même à séduire certaines stars de ce mouvement, comme The Boss, c'est-à-dire l'iconique Bruce Springsteen, Frank Zappa ou encore les ZZ Top, qui lui dédieront même une chanson. Et comment ne pas évoquer un certain Quentin Tarantino, dont l'amour immodéré pour ce doux breuvage l'amènera même à lui consacrer une apparition remarquée dans le film Boulevard de la Mort. Ah, c'est quoi cette merde, putain? De la chartreuse. Cet alcool est si bon qu'il a donné son nom à une couleur. Qui veut s'envoyer une autre chartreuse? Et c'est ainsi qu'après une longue traversée du désert, la reine des liqueurs est redevenue tendance et la demande américaine n'a jamais été aussi forte. Un peu trop même à mon goût si vous voulez tout savoir. Portée par son goût unique et par un long travail de sape auprès des bartenders new-yorkais, la chartreuse est devenue l'un des ingrédients phares de la mixologie moderne. Le hic, c'est qu'aujourd'hui encore, seuls 3 moines possèdent la recette de l'élixir de la chartreuse et que si la distribution est réalisée par des laïcs, longue histoire liée notamment à des tensions avec la papauté, la production, elle, est toujours réalisée par les moines de l'ordre de la Chartreuse, dans une 7e distillerie sortie de terre en 2018 à Entre-deux-Guiers, toujours dans l'Isère, et bien que les moines se soient dotés d'un appareil de production ultra moderne, leur permettant d'envoyer tout de même près de 1,8 million de bouteilles à l'année, ceux-ci ont décidé qu'ils n'augmenteraient pas les volumes afin de protéger leur vie monastique et de consacrer leur temps à la solitude et à la prière. Alors, je vous le dis, il est quasiment terminé le temps où l'on pouvait retrouver de la chartreuse en grande distribution et à un tarif relativement honorable. Puisque, même en France, des allocations limitées, des quotas si vous préférez, sont mis en place depuis plusieurs mois / plusieurs années, et il devient très difficile de se procurer, même pour des cavistes, certaines cuvées comme la fameuse VEP. Une demande qui se ressent jusque dans les flacons iconiques et historiques convoités des grands amateurs, puisque, à titre d'exemple, en mars 2023, lors d'une vente aux enchères se tenant à Genève, 2 bouteilles de chartreuse verte et jaune VEP, confectionnées pour le couronnement de la reine Elisabeth II, furent adjugées pour la modique somme de 35 000 €. Mais si vous n'aviez pas les moyens de mettre une telle somme, pas de panique, vous pouviez vous rabattre pour seulement 24 000 € sur un lot de 12 chartreuses vertes de Tarragone, millésimées entre 1973 et 1985. Alors, cette folie sera-t-elle passagère comme dans les années 70, qui avait vu le marché brutalement s'écrouler après que le cocktail Swamp Water soit tombé en désuétude, ou allons-nous connaître une inexorable flambée des prix portée par un brin de spéculation ? L'avenir nous le dira, mais quand je vois ce qui se passe en Bourgogne avec une production constante et limitée, eh bien j'aurais quand même plutôt tendance à vous conseiller de faire des stocks de chartreuse. Joyau du massif de la Chartreuse, né du savoir séculaire de l'ordre des moines du même nom, les liqueurs de la Chartreuse ont traversé les siècles pour devenir un mythe moderne de l'univers des spiritueux. Une boisson aux origines empreintes de mystère et à la recette si jalousement gardée qu'elle continue de fasciner plus de 400 ans plus tard. Un liquide si iconique qu'il a même donné son nom à une teinte de verre. Et je me devais bien d'en faire un épisode pour la sacraliser. À bientôt!